Bonjour tout le monde, petite intro avant l'épisode du podcast. Aujourd'hui l'épisode il est en deux parties. On va commencer avec une discussion avec Benoît Périgot sur l'impact de l'IA sur DBT et le développement avec DBT, l'analytics engineering. Benoît travaille chez DBT Labs et il a vraiment un avis super intéressant sur la partie AI et l'impact sur nos métiers data habituels et tout l'écosystème DBT. Ensuite on va enchaîner sur les news comme d'habitude. On parlera du code mode chez Cloudflare. On va aussi parler d'Anthropic, de Mythos et de toutes les features qui nous sortent, parce qu'en fait, ils sortent énormément de features chaque semaine. Et on a pas mal d'autres petites news, de petits sujets assez cool. Merci d'écouter le podcast et des retours. Ça nous aide vraiment à nous améliorer. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Aussi, on a mis le chapitrage sur la vidéo. Donc, si vous voulez écouter la partie DBT, c'est au début. Si vous voulez jumper directement aux news, vous pouvez directement sauter aux news dans le chapitrage. Voilà, à bientôt, je vous laisse avec l'épisode. Salut, nouvel épisode de l'Engineering Podcast. Aujourd'hui, on est avec Benoît et Julien, bien évidemment. Comment ça va tous les deux ? Ça va très bien. Salut Benoît, bienvenue sur le podcast. Merci, voilà, salut à tous les deux. Et puis, ouais, moi, ça va super bien aussi. Trop bien. Est-ce que peut-être tu peux te présenter, Benoît, pour les gens qui ne te connaissent pas ? Où est-ce que tu travailles ? Qu'est-ce que tu fais dans la data ? Comment tu es arrivé dans la data ? Ouais, donc oui, je m'appelle Benoît et ça fait 4 ans que je travaille pour DBT Labs. J'ai travaillé dans différentes équipes, mais maintenant je suis dans l'équipe Developer Experience. Et du coup, dans mon boulot, je travaillais pas mal sur les topics de l'AI et de DBT. Donc j'ai travaillé sur les skills, donc les agent skills qu'on a release il n'y a pas longtemps, le MCP server et même sur des choses qu'on a sorties aussi sur des benchmarks, par exemple entre la semantic layer et le text psycho, et aussi sur Fusion. Donc sur pas mal de topics, mais surtout ceux qui touchent à comment DBT change avec l'AI et comment l'AI change DBT. Trop stylé. Et du coup, la première question, c'est comment c'est Fivetran ? Celui-là, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment en parler, mais c'est toujours en discussion. Du coup, c'est ça. Donc pour l'instant, c'est toujours en discussion. Il n'y a pas de nouvelles de ce côté-là. Et du coup, là, donc tu parlais beaucoup de sujet AI, ils sont assez centraux chez vous. C'est quoi un peu la vision un peu de l'entreprise par rapport à ça ? Comment est-ce que vous imaginez un peu l'utilisation de l'IA par les équipes data dans les prochains, on va dire 6 mois, ce qui est déjà assez long, je dirais. Après, je pense que l'IA, du coup, c'est vraiment un topic qui est vraiment dans toutes les discussions aujourd'hui, que ce soit même en interne. Donc, on utilise beaucoup l'IA, on va dire, en interne à DBT Labs aujourd'hui. Et aussi, on pense à comment DBT va évoluer dans le monde où, finalement, la plupart du code va être écrit par des agents plutôt que par des users. Donc, du coup, on a pas mal de différents topics en même temps. Certains qui sont liés, on va dire, au fait de comment faire que les agents puissent écrire du DBT le plus facilement possible. Finalement, la plupart des frontiers modèles, ils savent écrire du DBT. Genre, tu demandes à GPT-5.4 ou à Opus ou Sonnet, ils savent écrire du DBT. Mais ce qu'ils savent moins, c'est par exemple ce qui est relié au process. Donc, quelle est la manière de penser comment créer un modèle, on va dire. Donc, du coup, c'est ça qu'on a créé via les skills. Donc, via les skills, on essaie d'expliquer au modèle comment réfléchir avant de coder et quelle commande lancer, dans quel ordre, etc. Plutôt que... Parce que finalement, faire un DBT run ou un DBT build, ça, les LLM savent le faire. Donc, du coup, c'est ce côté skills. Après, au niveau du côté MCP server aussi, on essaye de faire que le LLM, finalement, il ait autant de contexte possible avec le moins, on va dire, de tokens possible. Donc, ça peut être compliqué parfois parce que finalement aussi, quand on voit pas mal de benchmarks qui sont faits tous les jours, c'est souvent sur des petits projets. Donc, on voit un petit projet, un Shuffle Shop qui a 10 modèles ou un truc qui a 50 modèles. Et du coup, là, généralement, les choses marchent bien. Mais à une échelle, on va dire, de vrai projet DBT, on va dire notre plus gros projet en interne a plusieurs milliers de modèles. C'est vraiment différent au niveau contexte aussi ce que tu as avec un serveur MCP sur ce type de projet versus un Shuffle Shop. Donc, il y a pas mal de boulot aussi qu'on essaie de faire là-dessus pour avoir finalement limiter le nombre de tokens qu'on donne à un LLM tout en lui donnant tout le contexte qu'il a besoin d'avoir. Et donc, ça, c'est les choses qui sont déjà release. Et après, on est aussi en train de travailler sur des choses qui sont pas encore release, mais qui vont bientôt sortir, comme par exemple DBT Index ou DBT Index. Je crois que Christophe connaît ça un petit peu, mais ça, c'est un nouveau CLI qu'on est en train de créer qui est vraiment pour les agents. Donc, finalement, les users pourraient l'utiliser, et c'est vraiment un truc qui est basé pour les agents pour faire qu'il ait du contexte rapidement sans utiliser trop de tokens. Donc, c'est une grosse optimisation au niveau token, etc., pour que l'agent finalement puisse avoir toutes les données dont il a besoin sans
sans utiliser trop de contexte, sans faire trop aussi de loop, de tools, etc. En fait, ce qui est intéressant, c'est ça résonne vachement avec, un des articles talk que j'avais là dans la présentation du CTO de Cloudflare sur lequel on pourra jump après sur moi, ma take depuis le début, c'est que la raison pour laquelle les MCP serveurs ils consomment trop de tokens, c'est parce qu'ils sont mal implémentés ou ils ont mal été design. Enfin, c'est parce que tu mets pas les bons tools dedans ou tu mets pas la bonne chose. Tu vois, genre si tu as un tool genre dans le MCP serveur DBT qui est genre return model et qu'en fait il y a 1000 modèles ou 1500 modèles ou 2000 modèles, bah, c'est normal que ça va pourrir la context window. Donc ça veut dire que le tool ça doit pas être get model ou ça doit être get model paginé ou ça doit être get model avec un search pattern ou ça doit être get model avec un truc spécifique et le return du get model, ça doit pas être un JSON parce qu'en fait, c'est pas du tout efficient en token. Ça doit être un markdown déjà prêt avec la bonne chose à l'intérieur. Enfin, en gros, c'est le design du MCP server doit pas être juste un wrapper sur ton API. Ça doit être un truc vraiment malin. Et côté MCP client, il doit aussi être implémenté potentiellement différemment. Parce qu'en fait, les MCP clients, ils sont vraiment très simples aujourd'hui. Ils font juste un appel au truc. Mais il faut qu'ils soient implémentés un peu aussi différemment. Et je pense que tout ce débat CLI versus MCP, il revient à en fait, il faut juste qu'on mette un peu plus d'effort de cerveau dedans pour le design, tu vois. Et je pense que ce que vous faites avec DBT Index, c'est hyper intéressant. Mais tu vois, DBT Index, bon, je pense qu'il y a le problème de DBT Index, c'est la contrainte de la licence de Fusion, par exemple. Mais DBT Index pourrait être dans un MCP serveur côté serveur et ça serait aussi génial, quoi, je pense. Après, DBT Index, du coup, c'est possible de générer un MCP serveur qui a les mêmes infos. Donc, en fait, automatiquement, il y a une manière de l'exposer en tant que MCP serveur. Et donc, du coup, voilà, les clients MCP peuvent aussi l'utiliser. Mais ton point sur les tokens, etc., c'est aussi un truc qu'on est en train de revoir pas mal avec le MCP serveur de DBT. Là, justement, j'ai une pierre en cours qui est sur... on a un outil qui est pour retourner la liste des métriques. Et donc, du coup, quand on fait des benchmarks, on a défini 10, 15 métriques, ça marche très bien. Sauf qu'à DBT, on a des centaines de métriques dans notre semantic layer. Et si je lui fais une recherche sur le ARR, du coup, automatiquement, c'est déjà trop de tokens pour garder en mémoire. Donc, en fait, il le dump sur le disque et après, il utilise grep, il utilise tout ça pour lire cette info. Et du coup, c'est parce que aussi, du coup, on utilisait du JSON pour retourner la data. Et là, ce que je suis en train de changer, c'est le faire retourner du CSV au lieu de retourner du JSON, parce que finalement, on perd la possibilité de faire du JSON parsing, mais les tokens sont diminués par limite 70% pour avoir le même niveau d'information. Et du coup, ce que je fais aussi, c'est essayer de limiter le nombre de tools qu'il faut appeler. Donc, du coup, au lieu de faire 5 appels de tools, du coup, on fait ces appels d'API nous-mêmes. On fait les 5 appels d'API et on retourne juste un tool. Et du coup, voilà, c'est toute une partie optimisation de tokens qu'on est en train de regarder aussi pour être sûr que voilà, on remplit pas le contexte juste avec quelques tool calls. Est-ce que vous avez créé un DBT benchmark? Genre, parce qu'en sens, pour avoir des chiffres entre un modèle tout seul ou un modèle avec ProtMCP pour avoir des différences de performance, des chiffres sur ça. Est-ce que vous avez créé, parce que comme avant tu mentionnais le Javel Shop avec 10 modèles, voilà, c'est un peu le truc standard. Est-ce que vous avez un benchmark DBT mis en place ça pour qu'on puisse comparer en fait? Il y a différents benchmarks. Alors, moi j'ai créé un petit benchmark quand on a créé nos skills. C'était à la base pour voir si les skills qu'on créait aidaient à répondre à des questions, s'il y avait moins de tokens, etc. Donc c'est un petit benchmark que j'ai créé de mon côté. Mais il y a aussi voilà, le 8bench que Christophe est en train de montrer. Donc ça a été développé avec Ben Stancil il y a quelques mois. Et donc du coup, ça c'est le Analytics et Data Engineering Benchmark. Et du coup, on l'utilise. Et il y a aussi pas mal finalement de gens maintenant qui se mettent à l'utiliser. Donc Cortex Code l'a utilisé, ceux qui utilisent Ultimate Code l'utilisent. Il y a pas mal de gens qui se mettent à utiliser ce benchmark. Et donc celui-là, ce sont des tâches sur d'analytics engineering. Donc, par exemple, il y a un problème dans ce SQL, il faut debug et crée-moi un modèle, ou debug et modifie le modèle pour qu'il fonctionne. Et donc, du coup, il y a pas mal de tâches là-dedans. Mais par contre, en ayant discuté avec les gens qui travaillent sur le 8bench et qui sont en train de l'améliorer, je pense qu'un des bloqueurs qu'on a un petit peu en ce moment, c'est que dans le 8bench, on n'a pas de projet avec 2000 modèles. Il y a des projets avec plusieurs centaines de modèles. Mais il n'y a pas de projet open source avec 2000 modèles. On pourrait utiliser notre projet en interne, mais généralement, on n'a pas forcément envie du coup, on ne pourrait pas le mettre en public. Il y a le projet de GitLab, comme aussi Christophe a montré, mais du coup, il n'y a pas les data. Donc, il y a tout le projet, mais du coup, il faudrait créer des fake data en entrée. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de projet open source, on va dire,
DBT de 1500-2000 modèles avec de la data. Et donc, du coup, ça, c'est une des limites du 8bench aujourd'hui, je dirais, et qu'on essaie d'avoir des tests qui sont plus sur des plus gros projets de DBT aussi. La distribution des projets DBT en termes de nombre de modèles, c'est quoi? Est-ce que c'est la médiane, elle est à combien? Elle a 1000 modèles, à 100 modèles? Alors, À je 1000 modèles? sais pas comment. Il y a plusieurs graphes, je ne l'ai pas avec moi ici, mais il y a plusieurs graphes que Tristan, le CEO, montre assez souvent. Je pense que la grande majorité, c'est une centaine ou quelques, ouais, peut-être quelques centaines de modèles. Mais il y a aussi quelques projets maintenant qui sont à plus de 1000, voire plus de 5000. Enfin, ça bouge pas mal, mais je pense qu'en moyenne, c'est environ une centaine pour la plupart des gens. Ok, donc là, le benchmark, du coup, il permettrait de répondre déjà à ça, non? À ce use case, qui est assez... Ouais, donc le benchmark fonctionne bien avec, voilà, enfin, Avec je 100 modèles, pense c'est qu'il y a, ça? qu'il y a plusieurs tests avec, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense qu'il y a plusieurs tests qui ont, voilà, des dizaines, voire peut-être des centaines de modèles, mais on n'a pas encore de tests avec, voilà, 1500 modèles, avec un truc où tu récupères des données de HubSpot et de C'est Jira ça, et de je sais pas quoi. exactement. Voilà. Ouais, mais c'est dur à. Enfin, tu vois, genre quand tu prends même Software Bench ou des trucs comme ça, c'est des trucs qui sont. Enfin, tu vois, ça tourne pas sur la code base de VS Code, tu vois, parce qu'en fait, même en coût de juste lancer ton bench, ça va coûter beaucoup trop cher en termes de token de LLM juste pour lancer ton benchmark. Je pense que c'est un truc qui est dur à reproduire ces environnements à milliers de modèles DBT, quoi. Et après, il y a aussi toute une histoire de. Enfin, c'est comme tous les benchmarks, mais il y a aussi les histoires de leak dans les Ouais, LLM. C'est-à-dire que maintenant que le 8bench il est release, ouais. rien n'empêche Anthropic ou OpenAI enfin, voilà, de scraper les solutions et de voir et d'être meilleur la prochaine fois. Donc, il y a aussi une discussion de est-ce qu'on aurait des questions de notre côté qu'on ne mettrait pas disponibles sur du open source pour que les LLM au moins ne voient pas les réponses de ce truc-là. Ouais. Pour moi, c'est la question à chaque fois qui vient quand tu as un agent spécifique pour une tâche spécifique, c'est quelle est sa performance VS un modèle Cloud Code sans rien du tout, quoi. Et je pense que c'est ça. Je pense que le benchmark, c'est intéressant. Parce qu'à la fois, c'est un truc qui est ultra marketing parce que ça permet de montrer que tu es meilleur que la concurrence, mais de l'autre côté, c'est un truc qui est biaisé parce qu'en effet, c'est entraîné de plus en plus dans les modèles. Donc Ouais. ça peut apprendre en effet avec des pincettes. Ouais, et puis, enfin, genre, la plupart des gens utilisent Cloud Code ou Codex, mais les gens n'ont rien à foutre de la performance sur Software Bench, quoi. Enfin, en gros, ce qui est important, c'est pour un même modèle, l'incrément, enfin, entre, tu vois, GPT 5.3 et GPT 5.4, quel est l'incrément? Mais entre deux familles différentes de modèles, je pense que c'est différent, c'est difficile de tirer des conclusions, quoi. Et du coup aussi, je pense que c'est intéressant de voir comment résoudre ou comment être le meilleur, on va dire, à DBT. Essayer de le résoudre soit du côté du LLM, soit du côté du harness, soit du côté des tools. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a Ultimate Code ou Ultimate AI qui a sorti Ultimate Code il n'y a pas longtemps, Ouais, qui est un fort qui est un fort d'open code. Et eux, du coup, ils ont travaillé plus sur le harness pour donner des outils spécifiques à la data avec du Colon Level Lineage, etc. Mais tu utilises le modèle que tu veux dessus. C'est-à-dire que tu donnes ta clé Anthropic, que tu donnes ta clé Ouais. OpenAI ou Gemma ou ce que tu veux, alors que d'autres vont plutôt travailler un peu comme nous là avec DBT Index, où on est plus sur donner des CLI et donner des MCP pour donner du contexte Mais sans nécessairement travailler sur le harness en soi, quoi. dans les faits, c'est la même chose. Enfin, en gros, pour avoir bossé, bosser aussi sur un IDE qui fait la même chose depuis un an et demi, quoi, qui bosse sur des projets DBT, qui fait des choses. Bosser sur les tools, bosser sur la CLI, bosser sur les skills. À la fin, c'est des trucs qui arrivent dans la contexte window. Donc, c'est littéralement la même chose. Je pense que ce qui peut impacter le plus, c'est ton système prompt qui est envoyé tout le temps. Et donc, c'est là, quand tu dis vraiment bosser sur le harness, c'est genre le système prompt qui est tout en haut et celui-là il a quand même vachement d'impact parce qu'on le sait que ça a de l'impact, mais après enfin tu vois, ça dépend de à quelle échelle tu bosses. Si tu bosses sur les tools parce que tu maîtrises le harness, tu as un peu plus d'impact versus DBT Index qui est juste un tout petit truc dans un tool quelque part et qui du coup va avoir moins d'impact sur la boucle globale parce qu'en fait il peut être squeezé ou l'orchestrateur peut décider de ne pas aller utiliser le DBT Index versus lancer des bash commands. C'est pas parce que tu as écrit dans un skill, utilise le DBT index qu'il va aller le faire. Parce que l'orchestrateur, à un moment, il doit décider est-ce que je dois aller voir ce skill? Bah, en fait, ce skill ne m'intéresse pas, du coup, je le prends pas. Enfin, il y a tous ces trucs-là. En effet, si tu maîtrises pas l'orchestration principale tout en haut du harness, ça va pas être pris en compte, quoi. Mais du coup, le harness, du coup, ça te donne plus on va dire, de contrôle, mais c'est aussi plus de maintenance. Il y a aussi. Après, du coup, De vu qu'ils friction ont. pour Ouais, voilà, l'utilisateur. beaucoup de friction, vu qu'ils ont
ils ont fork open code. Voilà, s'ils veulent continuer à se baser sur open code, il va falloir qu'ils récupèrent bien les sûr. tiers tout le temps, etc. Donc c'est quand même pas mal de boulot, ouais. Mais du coup, Ouais, voilà, bah, c'est ce ça qu'on avait donne sur l'IDE avec le fork de VS ouais. Code, quoi. C'est un Mm. Heartbeat, quoi. Heartbeat tous les matins, on va chercher les changements d'hier et tu Ouais. les réinjectes. J'ai Et une- du coup, Et vas-y. après, tu vas scorer LLM, fix any conflict et do not make mistakes. Voilà, c'est ce que tu lui dis tous les matins dans ton... et slash simplify, simplify, simplify. Et tu penses que dans 3 mois, enfin même en fait aujourd'hui, en fait, il y aura plus besoin de connaître DBT, vraiment? Est-ce que tout sera managé par des agents, finalement? Toute la complexité ou la connaissance qu'il y a besoin d'avoir de DBT, est-ce qu'elle sera vraiment nécessaire pour les data analysts, par exemple? Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, les agents peuvent faire pas mal enfin, savent vraiment faire du DBT, mais ils peuvent aussi faire on va dire des bêtises. Et donc, du coup, il y a toujours au moins un intérêt à avoir un human in the loop dans pas mal de tâches. Par exemple, là, hier, moi, je créais des modèles qui utilisent les fonctions AI de Snowflake. Et du coup, j'ai laissé l'agent faire pas mal de trucs. Et finalement, je l'ai laissé faire trop de choses. Et il a commencé à faire des AI Classify un peu souvent. Donc, du coup, ça utilisait pas mal de crédits parce que lui, il savait pas que ça allait utiliser tous ces. Voilà. Il s'est pas rendu compte que ça allait utiliser finalement des crédits Cortex, etc. Et là, je me suis dit que voilà, j'ai réussi à l'arrêter un moment pour pas qu'il fasse une boucle à utiliser des crédits tout le temps. Mais je pense qu'il y a une partie où l'humain a quand même un certain feeling. Après, je suis une personne qui a pas mal d'expérience DBT, donc je peux voir ces choses-là. Mais même au niveau data analyst et même au niveau enfin, des gens qui sont moins, on va dire, pro enfin, qui ont moins d'expérience sur DBT, je pense qu'il y aura au moins pendant 3 mois et voire plus, il y aura toujours un intérêt à avoir les human in the loop parce qu'ils auront du contexte business que les gens n'ont pas. Et ils sauront finalement quelle table utiliser, quel champ utiliser, et ils verront si le LLM utilise un mauvais truc. C'est une autre discussion, ça aussi, où comment donner à DBT ou aux agents, pardon, comment donner aux agents qui créent du code DBT le contexte de ta boîte. Il y a pas mal de choses, enfin, pas mal de projets un peu là-dessus. Je Il y a pense que Nao. Nao Agent, voilà, est un d'entre eux. Aussi, on travaille aussi sur des choses comme ça en interne, mais voilà, c'est comment donner ton contexte business aux agents qui écrivent du DBT aussi. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution parfaite pour ça, en tout cas, qui est dehors. Il y en a au agent qui est là déjà, qui fait une partie de ce boulot-là, mais je ne pense pas qu'il y ait de solution qui est gagnée encore Non. dans le monde. C'est-à-dire que si tu as des tables qui sont parfaitement documentées avec tout le contexte nécessaire, a priori, l'agent peut se débrouiller après sur la partie vraiment pure implémentation. Parce qu'après, par exemple, l'exemple que tu as donné avant, Cortex qui utilise trop de crédit, finalement, ça peut se résoudre avec un skill quoi, qui documente le truc. Donc en fait, le gap, c'est surtout aujourd'hui sur la documentation, enfin je dirais sur le contexte, plus que vraiment sur la capacité à générer du code DBT ou comprendre un projet, etc. C'est ça? Ouais, je pense que c'est surtout ça, c'est surtout au niveau avoir le contexte. Et comme tu dis, si on a des tables documentées, après la question suivante, c'est où est-ce qu'elles seraient documentées? Est-ce que finalement elles sont dans Slack? Est-ce qu'elles sont dans Notion avec des pages il y a 3 ans qui n'ont plus aucun intérêt? Voilà, ouais, cette partie-là d'où elles sont documentées. Après, toujours au niveau technique, je pense qu'il y a certaines fois où le LLM va peut-être faire, ou l'agent va peut-être faire quelques erreurs dans DBT. Mais je suis presque sûr que les prochains modèles qui vont sortir, ils vont être encore meilleurs à ça. Donc, je pense qu'il y aura il n'y aura pas besoin d'être un expert à DBT pour pouvoir créer des choses assez complexes. L'agent fera beaucoup pour toi. Moi, je pense que sur le contexte, il y a 2 cas différents. Il y a le cas Agentic Analytics et le cas utiliser un agent pour faire du DBT et bosser sur un projet DBT. Et je pense que les contextes que tu veux sont un peu différents, tu vois. Je pense que Ouais. quand tu es sur faire de l'analytics engineering, on va dire de manière très grossière, ton contexte, c'est ton projet DBT, dans un sens, ou c'est l'historique de ton projet DBT, c'est les commits, c'est la vie du projet DBT, c'est un peu ton contexte, tu vois. Plus les tickets Jira, je dirais, ou whatever, les tickets, ou l'intent qui a fait que tu as voulu faire quelque chose. Là où l'Agentic Analytics, c'est un peu différent, quoi. Ton contexte, ça peut être ton projet DBT, ça peut être tes tables, ça peut être des notes de meeting, ça peut être plein de choses. Et le contexte, il se mélange un petit peu avec le contexte de l'entreprise et le workspace global de l'entreprise. Et tu adresses pas les choses de la même manière. Tu vas prendre un sous-ensemble du projet DBT, mais le projet DBT est pas du tout adapté à prendre un sous-ensemble en général, parce qu'en fait, quand tu prends un lineage, tu vas pas vouloir prendre tout ce qui est dans le lineage, parce que tu veux pas exposer tout ce qui est dans un lineage, etc. Mais voilà. Là-dessus, j'ai quand même une question on en avait discuté, je crois, avec Julien dans des épisodes précédents. Premier truc, qui était un follow-up de ce que disait Julien, c'est marrant parce que DBT avait quand même beaucoup de
de hype, d'écho dans l'écosystème data jusqu'à ce que l'AI générative arrive, tu vois. Et là, tu vois, genre, moi, je vois moins les signaux DBT. Tout est en train d'être submergé par la partie AI et tu vois plus trop DBT comme signal, tu vois, data. Mhm. Et tu vois, au début, tu disais demain, on utilise des agents pour écrire du DBT. Moi, ma question, c'est est-ce que ça sert encore à quelque chose demain d'écrire du DBT, quoi? Est-ce qu'en fait, je Mhm. veux pas juste que mes agents ils écrivent du SQL et la surcouche DBT sert plus à rien, tu vois? Ouais, bah, du coup, j'ai vu je crois que c'était notre CEO qui avait posté un lien dans Slack. Et c'était une interview du mec qui a créé Ruby on Rails. Donc Ruby on Rails, on va dire Ouais. un framework aussi, mais encore plus vieux que DBT. Et il disait que finalement, avec l'AI, Ruby on Rails, il est en train de faire un petit revival parce que finalement, Ouais. les agents, ils adorent, enfin, ils sont super forts aussi à utiliser des frameworks. Ruby on Rails, c'est un framework, et bien finalement, DBT, c'est aussi un framework. Et les frameworks, ils sont dans le training pool, donc les agents savent utiliser ces frameworks. Et en plus, c'est relativement token efficient. Enfin, voilà, ça va utiliser beaucoup moins de tokens que de le faire from scratch. C'est-à-dire que finalement, un agent qui crée un projet DBT, ben, il va faire quelques selects et après il va faire un DBT run. Il n'a pas besoin de penser à tout ce qui est de l'orchestration, tout ce qui est faut que je lance celui-là d'abord, enfin ce modèle-là d'abord, ce modèle-là après. Donc moi en tout cas, mon point de vue c'est que les agents vont continuer à utiliser DBT juste parce que finalement c'est une manière efficiente au niveau token de faire la transformation et ils savent aujourd'hui déjà le faire. Après moi aussi ma vision c'est que dans plusieurs mois il y aura potentiellement des agents qui écriront des projets DBT mais entièrement, c'est-à-dire que les humains ne regarderont même pas la code base et donc potentiellement un agent, on va lui donner des JSON ou du CSV et il va te créer un mini projet de, je sais pas, 10 modèles, un truc dans le genre. Mais c'est pas quelque chose qui existe encore complètement aujourd'hui, mais je pense que ça va peut-être arriver à un moment où les agents vont vraiment tout seuls créer des projets from scratch, quoi. Non, la partie peut-être la plus en danger de DBT, c'est DBT Cloud, non? Plus que DBT CLI. Parce que DBT Cloud, Après, finalement, cette partie-là, si tu as des agents qui le font pour toi, enfin ouais, exactement, qui gèrent la partie collaborative pour toi, finalement, le produit en soi, il a peut-être moins de valeur. Par rapport au non, corps, comme tu dis, qui reste ouais, au donc début. définitivement, l'AI peut aider des gens à maintenir un projet DBT Core, à avoir, je sais pas, ton Kubernetes cluster ou ton Docker, enfin ta stack Docker, etc., etc. Après, je sais pas s'il y a vraiment ça reste aussi après la différence entre le build et le buy. Et donc, du coup, si tu le fais toi-même aussi, t'as pas forcément de support. Enfin, c'est un peu la même chose avec tous les projets open core. Mhm. Si les gens veulent du support, ben, il faut avoir on va dire, un contrat avec l'entreprise. Et je pense que c'est surtout aussi pour les plus petites équipes que les agents peuvent aider pas mal à maintenir, on va dire, une stack DBT. Pour les plus grosses boîtes, je ne suis pas sûr qu'il y ait un remplacement, on va dire, un jour vers des OpenStack parce que finalement, ce que la partie commerciale de notre produit fait, c'est aussi tout ce qui est enterprise features avec avoir des SLA en place, avoir des choses qui sont, on va dire, multi-projets. Donc voilà, c'est vraiment la plateforme. Elle fonctionne pour les petites équipes, mais il y a la plupart des features, c'est quand même des choses aussi que les grosses boîtes finalement veulent. Et ça, c'est dur à maintenir soi-même. D'une certaine manière, c'est avec des agents, tu vas écrire plus de modèles et DBT Cloud va t'aider à manager ton bordel de plus de modèles que tu pourras pas manager si tu n'as pas la UI on top, quoi. Potentiellement, c'est ça. En tout cas, la plateforme DBT ou DBT Cloud, ça aide aussi, voilà, quand les gens ont plein de projets, plein de modèles, et essayer d'organiser un peu, on va dire, quelque chose qui pourrait être très désordonné en le faisant soi-même. Et voilà, peut-être que s'il y a plus de projets, peut-être qu'il y aura plus d'intérêt à utiliser la plateforme. Ça, je peux pas le prédire, mais je vois pas vraiment de gros, en tout cas, je vois pas de gros déplacements de la plateforme vers du open source juste parce que les agents peuvent aider, quoi. Ok. Trop cool. Ah oui, si, dernier truc. Vous allez release aujourd'hui, donc j'ai pas de support visuel, mais le State of Analytics Engineering, tu en parlais. Ouais. Tu as des premiers trucs que tu as en tête qui sont intéressants dedans? Ouais, alors je le regarde ici. Donc ça, j'avais parlé il y a quelques... avant qu'on commence le podcast. Oui, donc aujourd'hui, donc je crois que c'est aujourd'hui, on va release notre report qui est le State of Analytics Engineering que la boîte release tous les ans. Et cette année, donc il y a pas mal finalement d'informations sur tout ce qui est lié à l'AI. Et ce qu'on voit, c'est que
plupart des gens maintenant, alors que là je reviens un numéro, la plupart des gens utilisent maintenant, plus de 50% des gens, je crois, utilisent l'AI pour créer créer leur modeling, on va dire. Alors que je pense que l'année dernière, c'était pas le cas du tout. Et c'est le premier use case. Le premier use case, c'est vraiment, je crois, pour créer des modèles. Il y a aussi des gens qui l'utilisent pour répondre aux questions sur leur data. Et je crois que le premier use case, c'est quand même créer des modèles. Et après, les risques, le premier risque, c'est au niveau de l'hallucination. Donc en fait, les gens ont vraiment, s'ils utilisent moins les AI aussi, ils ont peur de l'utiliser, c'est parce qu'ils ont peur d'avoir finalement des mauvaises data qui leur reviennent. Et ça, c'est un peu la grosse différence avec développer en tant que software engineering et développer en tant que data engineering ou data analysis, c'est que c'est quand même plus facile d'écrire des tests en software engineering et savoir que quelque chose fonctionne, alors qu'au niveau data, ça peut être plus complexe, quoi. Donc, c'est là aussi que vous avez un peu des horror stories que vous avez vu chez vos clients autour de ça? Non, je pense pas qu'il y ait des horror stories. Enfin, on parle des clients qui font du conversational analytics, on va dire. Je pense pas qu'il y ait de horror story pour le moment. Et les gens, de toute façon, ne sont pas encore, en tout cas, prêts à croire 100% de ce que leur LLM dit. Enfin, je pense que peut-être qu'ils ont été burn un peu dans le passé. Mais j'ai pas encore eu de horror story ou quelqu'un qui a dit à son CEO que leur ARR, il était 1 milliard, alors qu'en fait, c'était 10 millions. Non, ça, j'ai pas encore vu des choses comme ça. Moi, j'ai que des good stories pour l'instant. J'ai pas des horror stories. Bah, ça, pour le coup, c'est une good story. Hein. C'est le ARR, il y a 1 milliard au milieu de 10 millions. Ok, trop intéressant. Je pense qu'on peut jumper sur la deuxième partie du podcast et un peu parler des news. Si je partage l'écran sur juste le planning et les quelques news, donc là on a parlé de Benoît, de ce que tu fais chez DBT Labs et de tous ces sujets-là. Et là, on va faire un petit récap parce que Julien, tu étais en vacances. Et ça s'est passé comment tes vacances bookées par un agent? Mais trop bien, incroyable. Franchement, on a pris un peu de risque. En gros, j'ai pris un email un peu éphémère, pardon, juste pour booker ses vacances. Et puis j'ai laissé l'agent vraiment choisir des endroits en Italie. Et il a trouvé un truc. Il m'a demandé d'envoyer une caution. J'ai envoyé la caution. Et et on est arrivé et c'était une vue magnifique dans le Piémont. Donc, je recommande. En tout cas, j'ai pas eu de horror story pour le coup. Et c'était vraiment trop bien. Donc, je recommande les deux. Utilisez votre agent pour. Parce qu'en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il a utilisé un email assez random. Je crois que c'était blackcat@agentmail.io. Et en fait, il a envoyé une 50aine d'emails à plein d'endroits différents pour négocier les prix et puis voir les meilleurs endroits possibles. Et puis demander des recommandations des restaurants autour des Airbnb aussi. Et du coup, ça a trop bien marché. Donc je recommande. Trop stylé. Mais du coup, ouais, ça fait 10 jours et donc il y a eu pas mal de news sur ces 10 jours-là. Je pense que le premier truc qui est juste très cool, c'est Artemis qui allait prendre des nouvelles photos de l'espace, quoi. Enfin, des trucs pas AI generated. On a un peu l'habitude d'avoir des trucs AI generated. Non, mais ça, c'est assez stylé. Je trouve que là, il y a la galerie où tu vois des images de la Lune comme ça, là. Franchement, on a encore des beaux jours devant nous de trucs qui sont pas AI generated, quoi. Attends, il a 6 doigts, le gars, là, sur la photo. Ils ont 3 yeux. Bon, voilà, ça, c'était le truc un peu léger, mais je trouve ça assez exceptionnel. Ensuite, il y a ce petit truc-là que j'ai vu sur Twitter, qui est c'est un mec qui a fait ça en impression 3D avec des petits circuits où, en gros, le petit pin ici, il bouge dès que Claude Code est en attente de quelque chose, quoi. Franchement, je trouve ça fun. Est-ce que vous avez vu, il y a aussi Claude Code qui réalise on peut avoir des animaux maintenant ou des buddies dans Claude Code. En fait, les Tamagotchi, là? Ouais, comme une espèce de Pokémon ou de Tamagotchi. J'avoue, j'ai pas vu ça, mais enfin, Claude Code Buddy Feel. Je sais plus où c'est. Il y a une manière de. En fait, il y a une commande slash, c'est peut-être slash buddy ou un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est buddy, voilà. Et il va te générer un buddy qui est un peu personnalisé avec différentes stats, par exemple, selon comment tu travailles. Si tu es plus à faire du debugging ou de faire des trucs greenfield, etc. Et donc, The remove buddy from the latest. Oh non. The consequence is you guys are devastated. Mais les moves d'Anthropic ces 3 dernières semaines, ils ont perdu pas mal de crédit chez beaucoup de gens. Ouais, de ouf. C'est fou comment ça peut se retourner d'un coup. C'est assez violent.
Je pense que le pire, c'est ça, là. Ouais. Ça, là, Internet rigole un peu en ce moment. Mais bon, après, ils ont pris une vague de users, je pense, où il faut qu'ils arrivent à supporter, quoi. 1 heure de majorité. Ah bah, GitHub, c'est Ouais, pareil. Hein. GitHub, hier, c'est Ouais. le même graphe. Bah, hier, GitHub, c'était on en avait parlé, je crois, au dernier épisode, mais bon, ils sont passés ils ont fait x14 en nombre de commits journaliers, quoi. Ouais. Ensuite, bon, la grosse news de modèles, c'est que Meta est de retour avec des modèles. Donc, ils ont créé Muse Spark, nouveau naming qui sort du lab géré par le mec qui était chez Scale AI. Je sais pas ce qu'on va en faire de ce truc-là. Je dis juste que c'est là. Ils ont des bonnes datas. Je sais pas si vous avez testé ou si vous comptez tester. Non, pas du tout. Moi, le seul modèle que je compte tester, c'est celui de Google, là, Ouais. l'open source. Donc, il y a Gemma 4. Exactement. Ça, c'est là, pour moi, le truc à tester. En termes c'est open weight, c'est ça? Ouais, c'est open weight et ça work, enfin ça marche sur le Edge. Donc je voulais faire une démo pour aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. Mais tu peux le faire tourner sur ta machine, dans le browser, sur ton iPhone. Enfin, ça peut tourner vraiment à plein d'endroits. Il y a plein de tailles. Je sais plus les tailles, mais genre tu as des trucs à quelques pas trop gros. Alors là, c'est que des gros, mais tu as des trucs pas trop gros. Il est multimodal. Donc il peut faire genre on device, il peut faire de la reconnaissance d'images et te dire ce qu'il y a à l'intérieur. Tu peux chatter avec des images ou des trucs comme ça. Donc je pense que ils sont frappés fort. Et du coup, c'est ce modèle-là qui va être dans Siri ou dans. Enfin, parce que je crois que du coup, c'est Google qui va power Siri dans pas longtemps, non dans Apple. Enfin, Ouais, dans on sait iOS. pas trop ce que fait Apple, mais a priori c'est ça, ouais. C'est Gemini qui va power Siri, et est-ce que c'est Gemma 4 qui sera dedans ou une version tu vois, incrémentale de Gemma 4, c'est possible, ouais. Il y avait un article aussi qui est sorti il y a quelques jours Ouais. enfin, qui parlait d'Apple, qui était genre le perdant de l'IA, mais finalement, c'est peut-être eux qui vont être les gagnants avec le fait que leurs chips, elles sont, enfin, tous les silicones qu'ils ont, c'est peut-être les meilleurs à faire Exact. de l'inférence. Ouais. Et donc, du coup, même s'ils n'ont pas leur propre modèle, eh ben, ils vont peut-être gagner la partie hardware avec le fait que voilà, ton M1 ou même ton iPhone, ils sont bons à faire de l'inférence au niveau AI, quoi. En gros, c'est cet article-là. How the AI loser may end up winning. Apple Accidental Mode. Mais ouais, bah, en fait, c'est le truc. J'ai vu une autre courbe, j'ai vu un autre graphe. Est-ce qu'il est dans ce. Ah oui, bah, c'est exactement ce graphe-là, quoi. C'est que pendant que tout le monde est en train de défoncer son capex à investir dans des data centers, bah, Apple, bon, bah, pour l'instant, ils sont en train de chill sur leurs profits et leurs réserve d'argent en banque, quoi. Et ils attendent que ça se stabilise et à la fin, ils pourront faire ce qu'ils veulent potentiellement par des rachats, on ne sait pas trop, hein, mais Et je pense que c'est un bon lien vers l'article là, sur la convergence. C'est qu'en gros, tous les produits d'agents, tous convergent vers la même stack, vers le même produit. Donc du coup, je pense qu'il n'y a presque plus aucun moat entre les différents providers, que ce soit les providers d'infrastructure ou les providers de modèles, c'est toujours la même chose. C'est en gros, tu as un modèle qui tourne dans une sandbox avec un harness et quelques tools, voilà, et puis des skills. Et en gros, tout le monde est en train de construire la même chose. Ce qui fait qu'en effet, quand ce que tu dis, ça revient un peu à ce que tu dis, c'est que Apple, ils n'ont pas forcément besoin de construire un mode parce que tous les autres concurrents sont en train de construire la même chose. Donc ils vont forcément se tirer dans les pattes, les prix vont baisser. Et puis après, ils vont pouvoir juste prendre la meilleure solution quand tout va se stabiliser. Mais je trouve ça c'est assez violent, quoi. Enfin, Anthropic, OpenAI, et puis maintenant il y a Vercel qui a lancé hier la Sandbox, il y a Cloudflare qui lance ses Sandbox, il y a justement Anthropic qui a créé sa Sandbox avec ses agents managés. Voilà, tout le monde est en train de construire la même chose, littéralement. ouais. Sur les sandbox, du coup, on peut rebondir là-dessus. Je pense que sur les sandbox, il y a un truc vraiment hyper intéressant que j'ai lu. Donc, ça, ce talk, ça vient de AI Engineer Europe, qui est une très bonne conf, qui a des très bons talks, qui étaient principalement à SF, mais là, ils ont fait une version à Londres la semaine dernière. Et donc là, ce talk, c'est Sunil Pai, qui est, si je dis pas de bêtises, CTO à Cloudflare. Et en fait, il parle un peu de tous les trucs dont on parle depuis le début, CLI versus MCP, qu'est-ce qu'il faut que je mette dans mon MCP, etc. Donc là, il y a une de ces slides, c'est Cloudflare, il dit c'est 2600 endpoints. Et donc en fait, si tu dis genre je mets un MCP au-dessus de Cloudflare, bah, c'est 1 million de tokens. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, si tu fais ça, c'est que tu as fait un mauvais MCP. Tu vois, genre si tu dis je mets mes 2600 endpoints dans le MCP, qu'il y a un problème. Donc en fait, eux, ils ont vraiment fait le truc drastique. Ils disent bah en fait, on fait pas 2600 endpoints, on fait juste deux outils dans notre MCP qui sont Search et Execute. Ils ont fait un truc malin que le Search, il cherche sur le OpenAPI spec, ils exécutent des trucs et juste un petit peu plus tard dans sa presse, il explique que en fait
Là, c'est un peu du programmatic tool calling, où en gros, avant, pour faire ça, tu faisais 8 round trip où tu appelles, tu reviens, t'appelles, tu reviens, t'appelles, tu reviens, t'appelles, tu reviens. À la place, il fait écrire du code au LLM qui, du coup, appelle juste les endpoints et c'est fait en un seul cas. La compaction de token est vraiment, c'est vraiment énorme, la compaction de token, parce qu'en fait, tu écris 10 lignes de code pour faire ce truc-là, alors qu'avant, tu faisais plein d'appels, plein de retours et tu as plein de boucles, quoi. C'est ce qu'ils appellent code mode, non? Je crois Ouais, que eux, ils appellent ça code mode, exactement. Code mode. ouais. Parce que du coup, il y a aussi, j'avais vu des librairies, parce que nous, on avait testé ça aussi avec notre MCP server. Il y a des librairies qui te permettent de finalement wrap ton MCP server en mode code mode Ouais. et pour voir un peu les résultats. Et ça fonctionnait. Je n'avais pas lancé un full benchmark pour voir le résultat, mais il y a des outils qui permettent finalement de passer en mode T'as un code peu mode. genre MCP Porter qui a été développé par Stainpit, qui est le mec de OpenClaw, qui avait fait cette lib juste avant, qui te permet de prendre ton MCP et de faire qu'il est dispo comme une librairie. Et il y a plein d'autres outils. Et donc ça, c'est le début de son talk. Mais il y a un autre truc dans son talk qui est rapport au sandbox, qui est, je trouve, génial et que j'ai jamais lu ailleurs. Donc, ce qu'il dit, c'est bon, on a passé notre MCP server, on a mis search and execute. Et après, il dit, j'ai vu une autre démo. Donc, il dit, en gros, il y a un mec là qui s'appelle Kenton Verda qui avait fait une démo sur un tic-tac-toe et un agent qui bossait sur un tic-tac-toe. Et en gros, il dit à l'agent au début, s'il te plaît, joue avec moi au tic-tac-toe. Du coup, ce que fait l'agent, c'est qu'il redéveloppe un tic-tac-toe et comme ça, il peut jouer avec lui, mais en ayant développé la UI. Et le mec, il dit non, mais je veux pas que tu redéveloppes un tic-tac-toe, je veux que tu te connectes à mon application qui existe déjà et que tu comprennes comment marche la mémoire de mon application et que tu écrives dans la mémoire les choses plutôt que me redévelopper une nouvelle interface. Je veux que tu comprennes comment ça fonctionne et que tu mettes à l'endroit où il faut les choses pour jouer avec moi. Et en gros, il dit The intelligence was not scaffolding a fresh app. C'était en train de comprendre un environnement qui est déjà stateful et utiliser du code comme un mécanisme d'interaction avec un environnement qui est déjà stateful pour interagir avec moi. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en gros, il dit The missing primitive is the sandbox. Donc, on rebondit sur ce qu'est la sandbox. Et il donne un exemple à la fin qui est, je trouve, génial. C'est ici. C'est si tu prends un website e-commerce, avant, ce qu'on faisait, c'est on faisait de la personnalisation et donc on avait une petite version du site web qui était un tout petit peu différent. En fait, demain, ce qu'on pourrait avoir, c'est qu'on pourrait avoir des runtime en fonction de qui vient sur ton site web. Et chaque personne a un runtime différent quand il arrive sur le site web. Et chaque personne a une sandbox sur un site web. Et le site web, en fait, tu as un agent qui vit dans un runtime quand je suis visiteur sur un site web. Et du coup, le runtime, il est capable de faire des trucs comme accéder à mon catalogue, à mon panier, à mon order history, et tout ça, c'est dans un runtime, dans une sandbox dédiée pour chaque user qui visite mon site web, quoi. Et du coup, c'est quoi le runtime exactement dans ce contexte? C'est genre vraiment le front, l'application front, aussi les tools de l'agent. Enfin, c'est quoi exactement? Pour moi, là, le runtime, dans son cas, c'est tout ce qui peut faire que l'agent comprend ce que le user voit et l'état dans lequel se trouve le user. Donc, si je suis sur un site e-commerce et que j'ai mis un truc dans mon panier, du coup, l'agent, dans son runtime, il a accès à mon panier. Mais accès à mon panier, c'est pas genre juste via des appels API. Il peut instantanément comprendre ce qui est dans le panier. C'est droppé j'en sais rien, dans le file system comme un file system attaché. Et après, il peut faire ses boucles agentiques et bosser dessus, tu vois. C'est-à-dire que, ok, c'est comme si le front-end et l'agent travaillaient sur le même état, en fait, en temps réel. Ouais. Ils partagent le même état. Ouais. Et du coup, je trouve ça super intéressant de le visualiser comme ça, de se dire que, en fait, il faut arrêter de se dire on a l'agent qui fait des allers-retours avec des API et tout. En fait, ce qu'il faut réussir à faire, c'est embed les agents à l'intérieur de l'application et que chaque agent, en gros, il vit comme s'il était l'agent personnel du user qui navigue dans une application, tu vois. Ouais, c'est OpenClaw dans n'importe quelle app, en fait. Ouais, entre guillemets. Après, les agents sont quand même pas déterministiques. Est-ce qu'on est prêt à mettre des trucs non déterministiques en prod pour chaque user? Ça risque Moi, mon rêve, c'est que pour chaque application, je puisse vibe coder mon interface. Dans le sens, si j'ai besoin d'un menu à droite, si j'ai besoin des boutons bleus ou si j'ai besoin j'en sais rien, que l'interface, elle me soit complètement personnalisée. Soit tu peux imaginer des thèmes entre les applications qui suivent selon les goûts de chacun. Mais bon, ça, c'est clairement un peu perché, mais je pense qu'on va arriver tranquillement à ça. C'est littéralement ce qu'il dit ici. Il dit chaque user récupère un somewhat different programme. C'est pas juste un recommendation engine, c'est pas juste un chatbot, c'est du user specific software, quoi. Chaque user a
le truc qui lui correspond par rapport au software parce qu'en fait, il vit au fur et à mesure. Bon, c'est une expérience de pensée, son truc, mais je trouve que c'est vraiment. Enfin, je l'avais jamais vu ailleurs, cette idée de la sandbox comme ça, quoi. Et pas juste une sandbox de code d'execution isolation. Mais après, Du coup, ce qui est trop dur, je trouve, c'est la promotion après. C'est-à-dire qu'encore, ok, tu peux décentraliser, et puis tu as des primitives qui sont au milieu, mais après, probablement, l'étape suivante, c'est les utilisateurs qui partagent entre eux des primitives. Je sais pas, par Ouais. exemple, tu as un panier d'une certaine. Pour un e-commerce, un utilisateur arrive à avoir son panier comme il veut, bah, il veut le partager à un collègue à lui. Donc, du coup, à l'univers, ça devient un peu le bazar, du coup. Je sais pas comment gérer ça. C'est du clair. coup, chaque user devient son propre product manager en train d'ajouter des features, enlever des features en fonction de ce qu'il Exactement. veut. Exactement. Ouf. Mais ça, il y a une boîte en France qui fait ça, je crois, qui fait une sorte de alors, c'est assez loin dans mon esprit, mais qui fait une sorte de React qui peut être modifié dynamiquement par un utilisateur, justement. Il travaille exactement là-dessus. Ok. Il faudra retrouver, ça doit être quelque part dans mes bookmarks, peut-être pour le prochain épisode. Ouais, C'est un on s'en teaser. Ok. Ensuite, les news, sinon du côté Anthropic, ça s'arrête pas, quoi. Anthropic, ils ont annoncé qu'ils ont surpassé 30 milliards de revenus. Bon, on n'a pas eu d'update depuis OpenAI, mais OpenAI était à 25 milliards à la dernière update il y a 6 ou 9 mois, je sais plus. Et cette semaine, ils ont sorti plein de trucs. Le premier truc qu'ils ont sorti que j'ai trouvé intéressant, j'allais dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde, dont pas beaucoup de monde a parlé, bon, 5 millions de vues quand même sur Twitter. Mais ils ont sorti un tool qui s'appelle Advisor, que tu peux utiliser maintenant quand tu utilises leur propre modèle. En fait, ce que tu fais, c'est que tu adds de Advisor Tool ton API call. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que l'agent, s'il a besoin, il va appeler un opus on-demand un peu plus intelligent pour avoir du conseil sur ce qu'il fait. Donc, en gros, si tu exécutes avec Sonnet, tu peux rajouter ce tool Advisor et du coup, il va appeler l'Advisor pour avoir. En gros, c'est une manière de outsourcer le reasoning sur un modèle plus intelligent, quoi. J'ai fait Ils ça ont... pour. Pardon, ouais, vas-y. Non, je voulais juste dire qu'ils ont aussi release un truc un peu dans ce sens-là, mais du coup avec avec un modèle moins intelligent, qui est au niveau du auto-approval. Donc en fait, pour les tools, avant c'était tout en mode, soit tu étais en mode YOLO, soit tu étais en mode faut que j'approuve mes différents outils. Et là, ils ont réalisé le auto-approval où chaque commande euh, va vers un LLM pour savoir si elle est potentiellement dangereuse ou pas. Et donc du coup, je pense que c'est un modèle ça va pas être opus, je pense pas. Du coup, c'est plus cher parce que ça génère des tokens, etc. Mais au moins, tu as plus ces use cases où soit il fallait choisir YOLO, soit il fallait accepter tous ces SED commandes juste parce qu'il allait changer un fichier ou il disait ah non, mais SED ça peut être dangereux parce que si, parce que ça. Donc, du coup, le auto mode, moi je l'utilise pas mal maintenant et c'est vraiment, vraiment pas mal. Comme ça, bon, pas besoin d'utiliser le mode YOLO non plus. Ouais, il n'empêche que bon, c'est bien probablement que ce modèle-là d'acceptation là, il est malin, quoi. Mais je pense que sur les commandes et l'acceptation automatique, il y a plein de trucs qui peuvent être juste déterministes et coûter zéro, quoi. Genre, si tu prends le Just Bash de Vercel, enfin, genre, en gros, si je fais un ls, un cat ou des trucs comme ça, bon, c'est du read-only. Même sur des SED, tu as des SED avec certaines options, tu sais que ça va être que du read-only, enfin, ou du juste piping, quoi. Donc il y a plein de trucs, je pense, qui peuvent être acceptés juste en déterministe ou qui coûtent zéro token, quoi. Après, ouais, je connais pas tous les détails, donc je sais pas s'il fait ça aussi. Donc, ça se trouve, Peut-être que certains cas, c'est automatiquement accepté. C'est juste pour les trucs qui sont un peu plus complexes où il le passe. Mais Ça- c'est juste qu'il y a une partie un petit peu voilà, revue par un LLM de la commande que le LLM a générée pour répondre à une question ou Mais ça se faire trouve, une ils sont tâche. malins. Ils te font payer les tokens en input, mais ils ont un truc déterministe derrière. ouais, Et le meilleur comment, business, ça. comment, comment on rembourse la dette? Alors, je crois que dans le code source de Claude Code là, qui a leaké, il y a un énorme if-else dans un fichier où en gros il y a plein de comportements qui sont quand même bien hard-codés. Je crois que j'ai avec une centaine d'options. Donc il y a quand même Ouais. beaucoup de choses qui sont hard-codées pour rendre le système aussi plus performant. D'ailleurs, c'est probablement un truc qu'on va voir, c'est un LLM pour matcher les patterns et du if-else classique avec des branches pour avoir des comportements un peu plus déterministes. Ouais, c'est clair. Ensuite, la grosse news qu'il y a eu, c'est Mythos. Bon, chez Anthropic, c'est pas des Français qui gèrent les trucs a priori, parce que bon, Mythos, c'est pas c'est pas le meilleur truc à sortir après un Alors, leak, quoi. surtout en cyber. Genre, ils sortent un leak, juste après, ils sortent un modèle qui s'appelle Mytho, qui fait de la cyber. Et d'ailleurs, il n'y Euh, a aucune boîte européenne qui a été mise dans la loupe, là, il me semble.
Ouais. pour tester le modèle. Ce qui est assez violent d'ailleurs, je trouve. Que ce soit que des boîtes américaines qui puissent tester le modèle en avant-première. Ouais. Donc pour expliquer, en gros, Mythos, c'est une preview. En ce moment, ils sont sur leur press release pour dire que c'est le meilleur modèle qui a jamais existé, qui est exceptionnel, qui bat Opus 4.6, etc., etc., etc. Et un truc qui l'illustre, c'est ils ont utilisé Mythos pour essayer de trouver des zero-day failles sur plein de software. Et ils en ont trouvé justement sur Firefox. Alors, je crois qu'il y a ce truc-là. En gros, ils ont demandé à Mythos de trouver des issues dans Firefox et Mythos en a trouvé Working Exploit 72%, là où Opus en trouvait même pas moins de 5%, quoi. Moins d'1% même. Et Ouais, je suis un peu dubitatif parce qu'après il y a d'autres articles qui sont sortis qui montraient que les mêmes failles avaient été retrouvées par des modèles open source sur certains projets. Donc en gros, on est un peu dans une zone grise, on ne sait pas exactement la vraie performance. Je pense qu'aussi, logiquement, ils pushent beaucoup au niveau marketing pour prévendre le modèle qui va sortir bientôt. Probablement que les versions actuelles d'Opus 4.6 sont un peu moins performantes qu'avant. C'est ce qu'on entend dire. Ils ont réduit les performances pour avoir un gap plus important au moment de la release. Donc, je sais pas, je trouve que c'est un peu il y a des vibes qui sont un peu bizarres autour de ce modèle où il y a une énorme push marketing de la part d'Anthropic et puis pas mal de voix qui s'élèvent un peu contre ça un peu partout sur Twitter, Ouais. etc. Il y a sur la partie dégradation du modèle, alors il y a 7 personnes, je ne sais plus où est-ce qu'elle bosse, mais elle bosse chez une grosse boîte aux US. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris 7000 Cloud Code Station files entre janvier et mars sur Opus 4.6 et elle a regardé comment le reasoning fonctionnait et elle a vu qu'en gros, la profondeur de reasoning changeait. Elle a vu que les thinking blocks étaient plus petits, ils étaient redacted, etc. En gros, ce qu'elle a conclu, c'est Anthropic dégrade la performance de 4.6 de manière significative en regardant l'historique des sessions, quoi. Et il y avait aussi je sais plus si c'était la même issue ou c'était une autre, mais il y avait des gens qui avaient fait une analyse pour montrer que le cache aussi, il était passé de 1 heure à 5 minutes, un truc dans le genre. Donc en fait, les cache tokens. Donc du coup, ça faisait que les gens utilisaient beaucoup plus vite leur subscription parce que du coup, si une conversation ça durait plus de 10 minutes, et du coup, avant c'était caché et là du coup c'était plus caché. Ouais, donc il y avait aussi une discussion un peu là-dessus. Ouais. Sauf que le caching c'est violent en général. Enfin, ça permet vraiment de faire gagner, de réduire les coûts d'inférence de manière. Ils sont à quoi, peut-être 10% du prix du read. Enfin, je crois que les cache tokens c'est divisé par 10, ouais. Donc ça fait une grosse différence. Après voilà, c'est ça aussi. Il y a une grosse black box autour de comment fonctionnent un peu ces pricing de Cloud Code et Codex parfois. Et donc c'est pour ça qu'on voit des gens qui se créent leur propre proxy pour essayer de comprendre les tools qui sont collés, etc. Ou des gens qui font toutes ces analyses. C'est juste parce que il n'y a pas de vraie règle qui a été définie en public pour dire comment ce pricing fonctionne en détail, quoi. Ouais. Et là, donc Opus, le coût c'est $5 par million de tokens et $25 en output, donc c'est 5,25. Et a priori, la Mythos, le prix, ça serait $25 125. Ouais. Donc ils font x5 sur le prix avec Mythos aussi. Et ils parlent de la taille du contexte Contexte, je sais pas ça. Non, je crois pas. Parce que, avec une contexte de 1 million de tokens, ça peut aller vite. Ah oui, oui. Et surtout qu'avec la contexte. Non, maintenant ils ont réduit le pricing parce qu'avant il y avait aussi un pricing différent quand tu dépassais les 200 000. Maintenant je crois qu'ils ont aligné les pricing et c'est le même prix. C'est le même prix, mais du coup ta contexte window elle est quand même pour l'instant beaucoup plus grande, quoi. Oui, surtout que tu fais du multi-step. Surtout en plus si tu fais du multi-step, tu as mal implémenté tes tools. Enfin, genre. Nous, là, sur les conversations sur Nao, que ce soit sur IDE ou sur Agent, on a beaucoup de gens qui utilisent Anthropic. Enfin, principalement, notre plus gros usage, c'est de Anthropic. Et 80% de la consommation, c'est du cache read, quoi. Enfin, parce qu'en fait, on capte quasiment tout. 80%, c'est du cache read. Mais tu passes beaucoup de temps à lire, quoi. Quand tu as du multi-turn de tools, tu passes ton temps à faire, genre, t'envoies un message, tu as potentiellement 10, 20, 30 steps qui passent, quoi. Et à chaque fois, c'est du cache read, du cache read, du cache read, du cache read. Et ça coûte cher. À chaque tool, c'est ça. En gros, tu as un user message, après tu as 30 tools. Et en fait, chaque tool utilise le même message qui a été envoyé par l'utilisateur. Ouais. Et une manière de réduire ça, c'est de faire du parallèle tool calling. Donc faire que du coup, sur une seule réponse, tu peux faire 5 tools en même temps.
Mais il n'empêche qu'il loupe quand même, quoi. Même si tu fais du parallel tout le tooling, il va pas faire 30 en parallèle parce qu'il faut qu'il prenne des décisions, quoi. C'est là que le code mode que tu montrais il y a quelques Ouais. instants aussi change complètement la donne. Si au lieu d'appeler 10 tool call et faire 10 round trip, t'en fais que un, ça peut te sauver quand même pas mal de Exact. tokens. Ouais. Exact. Et le truc qui a fait aussi le buzz là sur Mythos, c'était ça. Il y a un chercheur qui a demandé à Mythos d'être dans une sandbox et d'escape la sandbox, qui était censée être secured, c'est ce qu'ils ont dit là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, et c'est ça qui a buzzé, c'est le chercheur a appris le succès de l'escape de la sandbox en recevant un email du modèle pendant qu'il était en train de manger un sandwich dans le parc. Voilà, ils sont forts. Hein. Ah, mais ouais. Je pense qu'ils plantent le flag du prix à 25 $. Là. Ouais. C'est tout est fait pour planter le flag. Voilà, c'est en gros de performance incroyable, la peur, le flag à 25 $. On y va tout droit. Et ils rentrent dans un nouveau domaine aussi en mode la sécurité. Enfin, en gros, dans une nouvelle verticale qui est genre, on est là, on va aider les red teams à trouver dans le software qui est écrit par notre propre modèle les issues. La première étape, c'était les reviews à 25 $, c'est ça? Ça revient un peu à ça. Ouais. Voilà, on vient catcher les bugs, mais ça coûtait plus cher. Exact. Le dernier truc qu'ils ont annoncé, c'est les Managed Agents. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça intéressant. Je ne sais pas si vous avez lu ou regardé. En fait, ce qu'ils font, l'idée, c'est que tu puisses héberger tes agents chez eux, quoi. Enfin, ils ont un hosted service. Donc, on revient à ce truc de mode, tout le monde fait à peu près la même chose. Il y a des trucs dans cet article qui sont intéressants. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est que, le problème, c'est que tu as un contexte en CIT, le contexte reset, l'harness, blablabla. Et donc, en fait, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont virtualisé les composantes d'un agent. Un agent, c'est une session. Donc, c'est tout ce qui est arrivé. Un harness, donc est-ce que tu utilises Claude, les tools, etc. Et une sandbox. Et donc, tout ça, quand tu es dans Claude Code, tout ça tourne à peu près à un seul endroit, quoi. Et donc, ils se sont dit, il faut faire une implémentation où n'importe quoi peut être swap sans disturb les autres, quoi. Et donc, ils ont essayé de faire une architecture où, en gros, tu as un truc qui est le harness au milieu et tous les autres trucs autour, tu peux les changer sans que ça pose de problème. Et donc, c'est ce qu'ils ont designé avec Manage Agent. Au début, ils ont mis tous les agents tous les components dans un single container. Ils se sont rendus compte, ça marche pas, ça scale pas, c'est pas du distributed system. Et maintenant, ils sont passés dans un truc où en fait, tout peut être remplacé. En gros, ils ont créé un truc qui s'appelle des session events auxquels tu peux accéder. Alors, je sais plus où est-ce qu'il explique. En gros, dans Manage Agent, tu as une session. La session, il y a des events. Les events, ils peuvent être plus grands que ta context window. Et plutôt que de stocker tout ça C'est bien ça. dans la sandbox ou dans le REPL, parce qu'en fait, ils se sont dit, OK, ça peut être dans un REPL Python. En fait, c'est un session log qui est accessible avec un truc get events. Et du coup, le brain, il peut interroger le contexte pour retrouver ce qui s'est passé à des endroits, quoi. Et voilà. Donc, l'article est vraiment bien. Et donc, tu peux avoir, du coup, demain, tu pourras remplacer un harness par un autre, mais garder tout le truc qui est autour, quoi. Ou tester un seul modèle sur le même setup, tester plusieurs modèles pour le même setup, changer un provider de sandbox, whatever. Et Vercel a lancé le même truc ce matin, il me semble. Un truc très, très similaire. Ouais, en fait, il y avait déjà les sandbox et je pense que Anthropic, ils ont lancé la semaine dernière, c'est normal que Vercel le fasse aussi. Et le truc que j'ai trouvé juste intéressant là-dessus, c'est dans la conclusion, c'est le challenge qu'on a rencontré et un ancien problème, comment designer un système qui program as yet unthought of. Alors, je ne sais pas comment traduire ça, mais c'est genre les OS ont des années de virtualisation de hardware dans des abstractions générales pour les programmes. Avec Manage Agent, on veut faire la même chose. Et en gros, c'est vraiment aller dans un truc de OS, mais pour des agents. Enfin, en gros, là, ce que tu vois, c'est qu'ils sont en train d'essayer de réinventer un operating system d'une certaine manière, quoi. Enfin, en mettant ça, tu vois, genre, ils se comparent en disant les operating systems ont fait de la virtualisation de hardware pour faire des abstractions générales. Globalement, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, mais pour des agents, quoi. Ce que je suis surpris, c'est qu'ils ont l'air de proposer de pouvoir changer d'harness, non? Ouais, en fait, ce qu'ils disent, c'est plutôt demain, en fait, on va avoir un nouveau modèle que en fait, tu changes rien de ton setup, tu dis juste upgrade de 4.6 à 4.7. Tu vois. Ah, c'est pas par exemple change Claude Code par Codex ou par c'est change Claude par Claude, mais parce que c'est chez eux. Mais oui, ça pourrait être change Claude par Codex, mais vu que c'est chez eux, tu peux pas faire ça. Non. En gros, à un moment, ils disent il y a des nouveaux modèles qui arrivent, c'est que tu peux changer et prendre un autre modèle. Okay. C'est par rapport au modèle. Ouais. Logique. C'est un peu le bundling, unbundling, mais au niveau LLM aussi. Donc avant, c'était au niveau data, au niveau la MDS. Ouais. Ça, je sais pas quoi. Et voilà, maintenant, même au niveau LLM, on est en train de bundler et unbundler. Exact. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les bundlers de data, Snowflake, Databricks,
ont perdu en innovation. Enfin, tout ce bundling, il se fait côté AI maintenant. Et Snowflake copie, enfin, c'est exactement les mêmes mécaniques à 5 ans d'écart. De ouf. Voilà, et après sur les petites news un peu related data, il y a Ducklake qui a annoncé la V1. J'ai pas encore regardé ce qu'il y a vraiment dedans, mais ça veut dire que ça commence à être bien stable. Je Vous crois avez qu'une testé des, Vas-y. une des nouvelles features, c'est que par exemple, tu peux garder en mémoire tes changements avant de les poster sur ton catalogue, enfin sur ton Ok. Ducklake. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire un write chaque fois. Dès que tu modifies une table ou quelque chose. Donc, en fait, il y a une partie de caching un peu en mémoire. Je pense Ok. au niveau de la performance. Je crois que, je sais plus si on. J'ai un collègue qui travaille là-dessus pour rajouter Ducklake dans Fusion aussi pour pouvoir créer des. Faire que DuckDB fonctionne sur Ducklake. Et Ok, trop stylé. Ensuite, le cirque Google, il renomme Looker Studio Data Studio, mais Looker Studio s'appelait Data Studio avant. Quand cette news est sortie, je croyais que c'était le 1er avril, mais en fait non. Hein, C'est voilà. le double 1er avril. C'est le double 1er avril. Et donc c'est Next step in our mission to solve this challenge, reintroducing a beloved and familiar name Data Studio. Voilà. Donc, et Data Studio pointe toujours vers Looker Studio. Merci Google. Le projet que ça a dû être en interne. Non. Ah, c'est infernal. Et après, oui. Et le dernier truc que j'ai, c'est juste, j'ai vu ça là, c'est le boss de Zoom qui dit I hate working 5 days. Et en fait, en ce moment, c'est un peu la narrative ASF, même Sam Altman qui a un policy paper qui suggère que la 4-day week avec 32 heures, c'est indispensable aujourd'hui, qu'il faut un new social contract. Le fondeur de Zoom qui dit bon, maintenant on va avoir des 3 days work week by 2031. Donc ils sont en train de push vers on va travailler moins et c'est important de travailler moins parce qu'il y a des agents qui vont prendre notre travail, quoi. Ou pas. Enfin, je sais pas quel est l'agenda derrière. Moi, je pense qu'on voit pas plutôt tout l'inverse depuis 6 mois. Bah oui. La C'est marrant. 7-day work week où il y a toujours un agent qui tourne et il faut regarder ce qu'il fait. Ouais, c'est même plus day, et c'est 7 days and night. Ouais, mais après, là, cette histoire aussi de 4 jours de travailler 4 jours par semaine, j'ai l'impression que c'était un peu à la mode il y a plusieurs années, mais on entend quand même beaucoup moins parler aujourd'hui qu'il y a 3 ans, par exemple. J'ai l'impression qu'en 3 ans, tout le monde disait ah non, mais ça va être le futur. Et je suis pas sûr que ça soit développé tant que ça, quoi. En fait, je pense que c'est l'accélération de l'IA qui a mis ça sous le tapis, quoi. Je pense. Dans certains, c'est quand même dans un microcosme. Ouais, c'est vrai. C'est quand même très spécifique aux gens qui travaillent dans la tech et dans l'IA en ce moment. T'as raison. Moi, ma copine fait du 4 jours par semaine. Elle kiffe sa vie le vendredi. Elle écoute nos podcasts ou pas le vendredi quand on les enregistre? Quand elle est à côté de moi, ouais, elle entend ce que je dis. Ouais. Bien. Merci Benoît d'être venu. C'était très chouette. Franchement, bonne discussion. Très cool, ouais. Merci. Super intéressant de voir le DBT. Merci de m'avoir invité. Ouais. Et ben, passez une bonne semaine. Je sais pas trop quand est-ce que je vais publier ça. Je crois probablement demain, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas publié. Donc, passez une bonne fin de semaine et à la prochaine. Ok. Salut, bonne fin de semaine. Salut. Ciao.